Bienvenue dans le 6e épisode du balado PMA et puis quoi? PMA pour procréation médicalement assistée. A-tu changé le terme mère porteuse pour gestatrice? On a compris tout le sens dans le dernier épisode lors de notre discussion avec Mona Greenbaum de la Coalition des familles LGBT+. Aujourd'hui, on reçoit Dave, le papa de notre fille, mon amoureux. Il vient nous parler de la différence qu'il a vécue entre le système public et le système privé, ainsi que le fardeau de porter l'infertilité masculine. Et bien plus. Bonne écoute! Alors, je te demanderais, comme nos autres invités, de nous nommer 4 mots qui, pour toi, décrivent ton parcours dans la PMA. Les 4 mots que je choisirais, ça serait l'argent, l'espoir, le temps et miracle. Alors, si tu le souhaites, est-ce que tu aimerais élaborer sur les 4 mots, par exemple, si on commence avec l'argent, celui que tu as choisi? En fait, la situation financière de chacun est tellement différente. Puis avec la loi qui ont aboli les coûts pour la procréation médicalement assistée en 2015, fait que y a plusieurs couples qui n'ont pas les moyens de faire ces démarches-là, dont nous, au début, on se demandait vraiment comment qu'on allait faire pour réussir. Ensuite, on a fait toutes les démarches nécessaires, puis on a finalement réussi. Je me rappelle un moment précisément où est-ce qu'on était en kayak puis on se demandait vraiment ce qu'on faisait. Est-ce qu'on allait au bout de nos démarches? Parce que avec l'infertilité masculine, ce qui nous expliquait en fait l'urologue, c'est que notre seule option, c'était soit l'adoption ou soit une fécondation in vitro, puis encore là, c'était pas certain que ça fonctionne. Puis nous, notre questionnement, c'est est-ce qu'on met vraiment tout ce montant d'argent-là pour peut-être que ça fonctionne pas? C'est un grand questionnement. Mm-hmm. C'est beaucoup de stress financier, là. Est-ce que tu as envie de nous parler du mot espoir? Oui, en fait, quand on a commencé les démarches en clinique de fertilité dans le milieu privé, on a tout de suite eu une lueur d'espoir dès le premier jour, quand le docteur nous a parlé des pourcentages de fécondation in vitro, puis tous les tests, puis ça semblait si clair pour lui, il était rassurant. Quand on a pris la décision d'aller dans le milieu privé, c'était suite à l'annonce de l'urologue dans le milieu public qui vraiment nous avait découragés. Je me rappelle, on était sortis de là, on était détruits l'un et l'autre. Puis, une des solutions qu'elle nous apportait sur la table pour choisir nos options, c'était de réaliser une PESA. Donc, qui consistait en gros là à ouvrir la membrane de la testicule pour aller chercher à la source là, vraiment les spermatozoïdes qui pourraient être récoltés pour une fécondation in vitro. À partir de là, on se fait comme OK, tu sais, il y a beaucoup de considérants à penser. Ça aurait pu te laisser aussi des séquelles. Heureusement, on n'est pas allé jusqu'à là avec la fécondation in vitro ICSI. Donc, ça a vraiment été le jour et la nuit du public au privé, puis de la façon qu'on a été prise en charge à Fertilis. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai que dans le fond, au CHU Sainte-Justine, la vision qu'on avait, c'était comme vraiment impossible, puis on voyait ça loin, puis dès qu'on était en clinique privée, on avait plus d'espoir, puis tout semblait plus clair. Puis il nous a proposé des solutions, d'essayer des hormones qui a fonctionné. Grâce à ça, on a réussi à récolter des spermatozoïdes viables pour faire une fécondation in vitro. Ouais, qu'on était loin de partir de là dans le public. C'était long en plus les démarches, c'était affreusement long. Ce qui m'amène à ton 3e mot que tu as choisi, le temps. Oui, vu notre parcours, ça a été extrêmement long. Donc le temps pour moi il est important. C'est vraiment long. Tu peux facilement perdre espoir justement à cause que c'est tellement long, puis
tu vois pas le bout. Puis, le dernier mot que tu as choisi, c'est miracle. Oui, miracle, car on a notre petite fille Emiliane, qui est un miracle issu d'une fécondation in vitro. Une belle petite fille en santé, puis qui s'est accrochée du premier coup. Oui. Vous aviez eu combien d'embryons fécondés? On a eu combien d'embryons fécondés? 11. 11 embryons. Ce qui est un bon cycle. C'est une belle chance qu'on a eu tous les deux. On est loin, hein, quand on revient sur ton mot espoir. On est parti de loin pour arriver à ces petits espoirs de vie-là qui nous attendent. Oui. Par la suite, j'ai envie de continuer, en fait, justement, sur le diagnostic, quand t'as su que la source de l'infertilité était de ton côté, donc c'était une source d'infertilité masculine. Te souviens-tu de comment tu t'es senti? C'était comme un coup de poing au visage. J'étais vraiment démoralisé. Puis, je voulais pas être la cause qu'on puisse pas avoir d'enfant. Avoir peur d'être la source de l'infertilité du couple ou encore en être certain que les difficultés de conception viennent de soi doit tellement être difficile à porter. On se rappelle dans nos dernières discussions avec nos invités qu'il est important de se soutenir l'un et l'autre et d'en parler pour ne pas être toute seule à porter soit la peur ou soit le diagnostic. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'on était un couple infertile. On a finalement réussi à avoir une merveilleuse fille, puis je voulais pas empêcher ma conjointe de vivre sa vie avec un enfant si on n'était vraiment pas capable. Comment tu penses que d'autres hommes pourraient se sentir? Semblable à ma situation, je crois. C'est sûr qu'il y a personne qui le prendrait pareil. Il y a des gars qui seraient plus orgueilleux puis qui essaieraient de le nier. Chose certaine, c'est qu'il y a différentes émotions et façons de vivre les difficultés à concevoir un enfant ou à traverser l'infertilité. L'important, je crois, c'est de se respecter en tant qu'individu, avoir un respect mutuel dans le couple. On a participé ensemble à un groupe de soutien pour les couples vivant l'infertilité. Qu'est-ce que ça t'a apporté? De voir qu'on n'était pas tout seul, de voir les expériences des autres, de pouvoir échanger. Puis, j'ai vu que dans certains cas, il y en a que ça faisait juste un positif dans leur journée d'aller là-bas. Ça faisait du bien. Ouais. En effet. J'ai envie de poursuivre. En fait, dans notre parcours, mon amour, on a sorti tous les deux, oui, de notre zone de confort, et toi, le premier en me suivant dans mes idées un peu farfelues. Ensemble, on a réalisé une campagne de sociofinancement. On s'est impliqué sur la page La Cigogne n'a pas notre adresse. Tu as été derrière et avec moi dans toutes les activités de sensibilisation. T'es sorti de ta zone de confort plus d'une fois et t'as ému des dizaines de personnes, voire beaucoup plus. C'était quoi ta motivation derrière ta participation justement à me suivre dans ces idées de sensibilisation, de prendre parole devant des élus, des inconnus même, de faire une conférence de presse? Qu'est-ce qui t'a motivé à participer? Parce que t'aurais pu dire non. En fait, la motivation, c'est dans le fond d'atteindre notre but, ce qu'on voulait. Puis dans le fond, si tu portes pas d'action, t'obtiens pas ce que tu veux. C'était d'être dans l'action, puis de faire le nécessaire pour atteindre notre but. Ça redonne un certain pouvoir sur sa fertilité ou ce sentiment d'impuissance-là que d'être en action. Ouais, ça a un pouvoir. T'as l'impression, pas juste l'impression, tu fais quelque chose puis t'attends pas juste que ça se passe. Ouais, tout à fait. Je suis bien d'accord. Selon toi, le fait d'avoir surmonté la PMA, est-ce que ça fait de toi un papa différent?
Je crois que oui, parce qu'on a travaillé tellement fort et qu'on a vu que ce n'était pas acquis d'avoir un enfant. Donc, dans les moments un peu plus difficiles, dans une nuit qu'on dort un peu moins à cause des dents ou quoi que ce soit, bon, on se ramène en se disant que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un enfant. Puis, il y en a qui sont pas capables, qui font le deuil de pas en avoir. Ça permet de se remettre en question puis de se dire que dans le fond c'est juste une nuit qui se passe moins bien que normalement. Mm-hmm. On est presque rendu à la fin de notre rencontre et j'aimerais terminer en fait avec 2 questions. Qu'aurais-tu aimé qu'on te dise durant ton parcours? J'aurais aimé qu'on me dise qu'avec le privé, on allait sauver beaucoup de temps et l'argent on peut pas s'en sauver, mais on aurait sauvé beaucoup de temps puis on aurait plus eu espoir au début puis ça aurait été plus clair. Finalement, la dernière question de notre rencontre. Que souhaites-tu aux couples, aux personnes qui ont recours ou qui vont avoir recours à la procréation médicalement assistée? Je souhaite, comme tous ces couples-là souhaitent aussi, assurément, que ça marche du premier coup, puis que ça soit le plus facile possible comme démarche. Mais si jamais c'est plus difficile, de pas perdre espoir, puis de continuer à foncer. Merci beaucoup, mon amoureux, d'avoir participé à ce balado, puis d'avoir sorti encore une fois de ta zone de confort. Tu l'as fait avec brio, comme toujours. Ça fait plaisir. Bisous, je t'aime. Quand on a enregistré cet épisode, j'étais enceinte de notre 2e bébé, un 2e transfert d'embryon congelé après Miliane. Malheureusement, quelques semaines plus tard, j'ai dû avoir un curetage puisque je faisais une fausse couche. La semaine prochaine, on reçoit Audrey et on parle des ovaires polykystiques, de l'importance d'écouter son corps et on parle d'insémination artificielle. À bientôt! Une réalisation 100% bénévole initiée par La Cigogne n'a pas notre adresse. Merci à Dave Racine pour la composition musicale.